relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Un autre cas de lynchage populaire a eu lieu dans le district de Manakara Sud, région Vatva-Fidvunan. Deux voleurs de vanille appréhendés par la population locale ont payé cet acte répréhensible devant la loi par leur vie. Les informations divergent sur l'inondation qui a frappé plusieurs communes du district de Tuliara 2. Les autorités locales ont confirmé des pertes en vie humaine et des milliers de sans-abri. Le gouvernement a par la suite démenti l'information. Adama Barrow est attendu dans les prochains jours en Gambie. Le nouveau président attend que les troupes de la CEDEAO aient sécurisé la capitale gambienne 24 heures après le départ de Yahya Jammeh pour pouvoir prendre ses fonctions. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, de milliards qui ont été octroyés aujourd'hui dans le cadre du partenariat 2016-2017 multi-bailleurs pour la création d'un fonds commun d'appui à la société civile de Madagascar. Les bailleurs de fonds ont réitéré que la société civile est un acteur essentiel pour le développement durable et pour la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Reportage de Faizo Rafale. Un fonds commun a été mis en place aujourd'hui dans le cadre du partenariat 2016-2017 multi-bailleurs qui vise à appuyer les sociétés civiles de Madagascar dans leurs activités. Pour cette phase pilote, ce fonds commun sera renfloué à 2 milliards de la part des différents bailleurs. Il réitère que la société civile joue un rôle clé dans le plaidoyer et la mobilisation citoyenne pour la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit et des droits humains. D'après les explications, ce fonds d'appui a pour objectif l'unification des organisations de société civile dans l'exercice de leurs activités. Et justement, la création de ce fonds devrait permettre de faciliter leur travail en commun. C'est-à-dire comme ils auront un seul interlocuteur, nous tous bailleurs sommes dans la même structure, ça leur permettra de mieux se connaître et de travailler ensemble et de solliciter des fonds à un seul guichet finalement constitué par nous tous. Et nous espérons que ce sera positif pour cette société civile malgache qui a, comme le disait l'ambassadeur de l'Union européenne, un rôle très important à jouer. Les sociétés civiles bénéficiaires de ce fonds sont libres de choisir son projet à réaliser en l'espace de 6 mois. Et pour rappel, les organisations de la société civile ont pour rôle le suivi de l'exécution de la loi de finances, l'éducation citoyenne pour que tout un chacun soit responsable de la vie de la nation. Elles contribuent également au développement politique, économique et social du pays. Une cérémonie du lancement du Fonds commun multi-bailleurs d'appui à la société civile de Madagascar a eu lieu aujourd'hui.
L'Union européenne, l'ambassade de France à Madagascar et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et de la principauté de Monaco sont les bailleurs signataires. Et comme nous l'avons déjà affirmé dans le journal samedi dernier, le verdict sur l'affaire d'exportation illicite des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour est attendu le courant de ce mois de janvier. La ministre de l'Environnement et de l'Écologie a affirmé ce jour que jusqu'ici, ils ignorent la date précise de la publication du tribunal de cette ville-État. Ces 30 000 rondins de bois de rose seront sous la garde des autorités singapouriennes jusqu'à la résolution de cette affaire. Et la ministre a également confirmé que les interdictions de la CITES ne sont pas encore levées et toute exploitation de bois de rose est interdite. Écoutons les explications. On ne sait pas encore si le verdict sortira ce mois-ci ou non. Nous multiplions nos efforts pour rapatrier nos richesses. Ces bois de rose ne peuvent pas quitter le port de Singapour jusqu'à ce que le litige soit résolu. Les exploitations ou exportations de bois de rose, de palissandre sont strictement interdites jusqu'à ce que les interdictions de la CITES soient levées. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les informations divergent sur l'inondation qui a frappé plusieurs communes du district de Toliara 2. Les autorités locales ont confirmé des pertes en vie humaine et des milliers de sans-abri. Le gouvernement a par la suite démenti l'information. Reportage. Pas de village habité inondé, aucune maison détruite, aucun mort causé par l'inondation. Tel a été le constat de la délégation gouvernementale qui s'est rendue dans le district de Toliara 2 vers la fin de semaine. La délégation gouvernementale insiste qu'aucun sinistré ou sans-abri n'a été recensé. Or, le bilan dressé par les autorités locales a confirmé l'existence de 12 000 personnes et 2006 ménages sinistrés, 540 hectares de champs de culture et de rizières sous l'eau. Et pour l'heure, près de 800 hectares de champs ont été ravagés, affirme le communiqué du gouvernement. Concernant les informations sur la digue de Fierin et l'inondation qui frappe toute la région traversée par cette digue, en vérité, la digue de Fierin n'a pas cédé, qui pourrait causer l'inondation dans la grande ville de Toliara. Autrement dit, la ville de Toliara n'est pas inondée. Mais la pression de l'eau de Fierin a dévié vers d'autres terres dans le nord, traversant la commune de Maranyang, dans le Fuktan de Marfat, où l'eau a fait des ravages sur l'agriculture. Par ailleurs, toujours à cause de la montée du niveau de l'eau de Fierin, 5 personnes ont perdu la vie aux alentours de la rivière qui a débordé. Ces personnes viendraient d'Andranfour. 2 de ces personnes ont été trouvées dans la commune d'Antsahamark et les autres trouvées dans le Fuktan Andramang. Face à cette communication à deux sens, l'on ne sait plus à quel sens se vouer. Pourtant, les deux versions proviennent de responsables étatiques, qui soient de niveau gouvernemental ou local. Plus encore, le BNGRC a publié un bilan annonçant près de 8 331 sinistrés et 504 ménages ravagés. Mais également, dans l'actualité de ce jour, les dirigeants philippins font montre de fermeté envers les exploitants miniers. Le temps est ferme. Ceux qui ne respectent pas les standards environnementaux risquent la fermeture. Une leçon que les dirigeants malgaches peuvent appliquer dans le pays face aux exploitations sauvages des ressources minières du pays. Reportage de Mian Taranjanev. Le nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte, a brossé un tableau de ce que serait son mode gouvernement, notamment en ce qui concerne les exploitations minières. Il a lancé une mise en garde à l'encontre des producteurs miniers de l'archipel de respecter les standards environnementaux sous peine de fermeture. D'ailleurs, un audit national sur les exploitations minières a été lancé. Un audit national sous l'égide de Regina Paz Lopez, la ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, une militante écologiste qui s'est opposée depuis longtemps aux activités minières irresponsables. Les critères miniers observés dans cet audit intègrent les considérations sociales, environnementales et de la biodiversité au-dessus des aspects techniques ou physiques des opérations. Et en l'espace de 2 mois, le mois d'août et septembre de l'année dernière, 30 sites miniers ont été suspendus,
D'autres mines ont cours la fermeture. Du côté des exploitants miniers, le temps monte, mais le président reste ferme et a affirmé que je peux renoncer aux 760 millions d'euros que je collecte auprès de vous. Et cette volonté politique et cette fermeté face aux compagnies minières n'est pas palpable à Madagascar. De nombreuses exploitations minières illicites fourmillent dans le pays, si l'on cite comme exemple les sites de Dide, Ilagak, Mananzar, Betiak. Les dirigeants oseront-ils lancer un audit national sur les mines dans le pays? Oseront-ils lancer un message fort à l'endroit des exploitants miniers comme quoi, s'ils ne respectent pas la législation en vigueur, leurs sites risqueront la fermeture? Pour les observateurs de la vie politique, il y a peu de chances que ce genre de projet puisse naître dans le pays, déjà que demander la publication de l'audit sur la société d'État d'Irama en très mauvaise posture constitue un combat de titans pour les uns et les autres. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, sera dans nos murs à partir de ce 26 janvier jusqu'au 1er février, une visite qui entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Madagascar. Reportage. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Madagascar, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, effectuera une visite officielle dans le pays à partir de jeudi prochain. Il enchaînera les visites et les entretiens avec les dirigeants du pays. Les rumeurs ont persisté depuis l'annonce de sa venue à Madagascar. À titre d'exemple, la question de la nomination du futur cardinal de Madagascar qui serait discutée durant sa visite. Depuis 2010, la grande île n'a plus eu de cardinal. Par ailleurs, les rumeurs ont également circulé sur le plan politique. Le cardinal Parolin vient avec le nonce des évêques pour parler directement et accuser les dirigeants du pays. Non. Parce qu'on parle de relations. Chercher. Le cardinal qui viendra n'intervient pas à la souveraineté de notre pays, mais il intervient comme représentant, comme envoyé du pape, pour renforcer cette relation bilatérale. Donc la relation diplomatique a cette signification. Trouver et prendre le bien-être spirituel et social du pays. Toujours dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Madagascar, une messe figure dans le programme du cardinal Pietro Parolin au stade de Mahamas le 29 janvier. Par ailleurs, il tiendra une conférence axée sur les relations diplomatiques à l'amphithéâtre Anta des Sœurs de Manjmin, en Duranfoot. Il achèvera sa visite par une visite de l'Akamassu, fondée par Père Pedro depuis déjà 25 ans. Et on passe aux actualités internationales. Notre cas de lynchage populaire a eu lieu dans le district de Manakara Sud, région Vadva-Fidvunan. Deux voleurs de vanille appréhendés par la population locale ont payé cet acte répréhensible devant la loi par leur vie. En l'espace d'un mois, deux cas de vindicte populaire ont eu lieu dans cette région. Cette situation risque de se perpétuer si aucune mesure draconienne n'est prise par les dirigeants. Il est à rappeler que le manque de confiance de la population envers les dirigeants et l'incapacité de ces derniers à appliquer la loi sans discrimination de quelque forme que ce soit est à l'origine de la généralisation des vindictes populaires à Madagascar. Et nous passons aux actualités internationales. Adama Barrow est attendu dans les prochains jours en Gambie. Le nouveau président attend que les troupes de la CEDEAO aient sécurisé la capitale gambienne et 24 heures après le départ de Yahya Jammeh pour pouvoir prendre ses fonctions. Reportage de France 24. Une foule en liesse devant le palais présidentiel. Une nouvelle page se tourne après le départ de Yahya Jammeh. En attendant l'arrivée d'Adama Barrow, la sécurité est assurée par les 7000 militaires de la mission ouest-africaine. Le nouveau président est pour l'instant au Sénégal et il a répondu aux questions de France 24.
Les troupes de la CEDEAO doivent me donner le feu vert pour quitter Dakar et rejoindre Banjul. Nous attendons ce feu vert. Je ne peux pas vous donner de date, mais ce sera pour très bientôt. Après 22 ans au pouvoir, Yahya Jammeh a fini par céder à la pression diplomatique et militaire. Samedi soir, il est parti vers Conakry pour rejoindre la Guinée équatoriale. Pour Adama Barrow, ce départ était indispensable. Ma position lors des négociations a toujours été de ne pas le laisser rester au pays. Il n'aurait pas été en sécurité ici et on aurait été incapable de garantir sa sécurité. L'équipe d'Adama Barrow accuse Yahya Jammeh d'avoir vidé les caisses de l'État. Au cours des derniers mois, plus de 45 000 personnes ont fui la Gambie. Mais beaucoup aujourd'hui sont de retour au pays. Nous sommes de retour. Heureusement qu'il est parti pour de bon. Je me sens heureuse parce que les gens sont ici, les gens sont de retour ici. Les magasins sont ouverts, les voitures roulent, tout le monde sourit. Après 6 semaines de crise politique, le calme semble être revenu dans les rues gambiennes et tout le monde aspire à reprendre une vie normale. Benoît Hamon et Emmanuel Valls s'affronteront au second tour à la primaire de la gauche dimanche prochain. L'ancien Premier ministre est donné grand favori. 1,5 million de personnes avaient fait le déplacement. Reportage. Qu'une chance pour la gauche de l'emporter si elle n'a pas un projet politique qui propulse un imaginaire puissant face à une droite totale et une extrême droite dangereuse. Je l'ai dit et répété, et aujourd'hui je veux porter cet imaginaire politique puissant. Il articule questions sociales et questions écologiques. Je le dis, ce ne sera plus l'un sans l'autre. La volonté du partage du travail, l'objectif de la conversion écologique de notre économie, l'aspiration à faire respirer la démocratie, tout ça est dans mon projet politique. Il est de nature à rassembler bien au-delà du Parti socialiste. Il rassemble déjà bien au-delà du Parti socialiste. Non seulement je crois qu'une autre campagne commence et que je peux l'emporter dimanche prochain, mais parce que sans doute jamais la gauche française depuis très longtemps n'a été confrontée à un choix aussi clair. Parce que je pense que face au choix qu'on nous annonce depuis des mois, à la double option entre l'extrême droite d'un côté et la droite de l'autre, il y a un chemin pour la gauche. Est-ce que nous voulons continuer à représenter une espérance, une possibilité pour les Français? Moi, je crois que c'est possible et c'est cela que je veux incarner. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Notre cas de lynchage populaire a eu lieu dans le district de Manakara Sud, région Vat-Vafidvnan. De voleurs de vanille appréhendés par la population locale ont payé cet acte répréhensible devant la loi par leur vie. Et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, sera dans nos murs à partir de ce 26 janvier jusqu'au 1er février. Et enfin, le verdict sur l'affaire d'exportation illicite des 30 000 rondins de bois de rose saisis à Singapour est attendu le courant de ce mois de janvier. La ministre de l'Environnement et de l'Écologie a affirmé ce jour que jusqu'ici, ils ignorent la date précise de la publication du tribunal de cette ville-État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.